Hirak 2019, les raisons profondes, point d'interrogation. Nous revoilà pour une deuxième partie de cette émission aujourd'hui. Premier jour de cette, j'allais dire, de cette opération commémoration. Avec nous pour en parler Brahim Younsi, analyste politique, militant pour la démocratie en Algérie. C'est Brahim, merci d'être avec nous. Merci de m'inviter à cette occasion particulière. Merci. Vous, le vibrant hirakiste, qu'on rencontrait, moi personnellement en tout cas, que je rencontrais chaque dimanche à la place de Paris, quasiment pendant tout le Hirak. C'est vrai, mon carnet est plein. Ah, je sais. Alors, Abdelrahim Moussawar, notre jeune ami, hirakiste lui aussi, adepte de la place de la République à Paris, qu'on retrouvait tout le temps, je me rappelle, enseignant, militant politique pour la démocratie en Algérie. Abdelrahim, merci d'être avec nous. Merci Jamaluddin, Monsieur Younsi. Saha Ramadankoum, Saha Ftourkoum et Saha Ftour tous les concitoyens d'Zaïr et ailleurs. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, Brahim Younsi, tout à l'heure, votre fameux binôme, enfin, membre de votre binôme, vous était là, Idirul Nouran. Et donc, nous avons discuté du même sujet. Et je vous repose la question avant de la poser à Abdelrahim. J'aimerais bien que nous puissions discuter à bâton rompu, sans qu'il soit besoin de poser des questions, de revenir à l'un et à l'autre. C'est mieux. Voilà. Alors, Brahim Younsi, les raisons profondes qui ont été à l'origine de ce miracle révolutionnaire. Personnellement, on ne connaît pas d'équivalent dans l'histoire de gens aussi nombreux, de tous les âges, de toutes les opinions, de tous les ancrages politiques, des deux sexes, de toutes les cultures, de toutes les identités qui composent ce pays, qui se retrouvent dans la rue, côte à côte, en train de chanter, à tel point qu'on lui a donné un nom un peu béat, que je trouve personnellement un peu béat, la révolution du sourire. C'est vrai. Et ça a été absolument incroyable. Et le monde entier n'arrivait pas à comprendre qu'un tel nombre de manifestants, vibrants d'enthousiasme, qui à la fin des manifestations qui avaient lieu 2 fois par semaine, le vendredi et le mardi, quand ils rentraient chez eux, ils nettoyaient les rues. Des traces de leur passage. Brahim Younsi. Vous savez, Héraclite a dit ce mot. Le temps est un enfant qui joue. C'est pour ça qu'il fait n'importe quoi. D'une part et d'autre part, pas toujours. Il ne fait pas toujours n'importe quoi, y compris les enfants. Ils ont leur logique d'enfant, mais une logique quand même. Et ce Hirak est intervenu à un moment où on ne l'attendait pas. Et une naissance qui s'est passée sans césarienne. C'est vraiment une naissance d'une nation que nous avons vue naître, unie, ayant les mêmes valeurs. Et tout à l'heure, mon ami Idir parlait du système de valeurs. Nous avions trouvé un système de valeurs à ce moment-là. Peut-être l'avons-nous un peu perdu aujourd'hui. Mais il y avait un système de valeurs qui correspond. Et d'ailleurs, ce soir, nous retrouvons chez vous le même système de valeurs, parce qu'il y avait une diversité ce soir. Oui, vous voulez dire les invités de la chaîne qui sont là aujourd'hui et qui vont passer dans les émissions qui vont suivre. Absolument. Oui. Et nous avons rompu le jeûne ensemble. Ensemble, oui. C'est dire. Et c'est vrai qu'il y avait des courants totalement contradictoires pour rester gentil. Voilà, voilà, vraiment. Donc, on voit que l'Algérie était défaite, mais elle sait se refaire. Et moi, je ne l'appelle pas Hirak parce qu'aujourd'hui encore, ça reste, bon, certains pensent ce qu'ils veulent, ça reste une véritable révolution, une révolution qui a
refait la nation, refondé la nation par des moyens pacifiques, par... qui a tenté de refaire la nation, Oui, de non, la mais, non, mais je refonder. trouve qu'elle a, à mon avis, Ou alors le processus n'a qu'à ses débuts? Oui, bien sûr, mais la nation a été refaite. Bien sûr, aujourd'hui, il y a une espèce d'accalmie, j'allais presque dire de pudeur. Il y a une espèce de pudeur à refaire les mêmes choses. Mais on voit bien que, nous l'avons vécu à l'instant, il y a une heure, nous rompions le jeûne ensemble, alors que nous étions en conflit avant ce 22 février 2019. C'est dire que la nation se replâtre. Elle a eu des blessures, elle a eu beaucoup de blessures, mais elle n'était pas morte. Elle revit, elle ressuscite. Et moi, ce soir, j'étais heureux, même si j'étais dans un petit coin, mais j'observais tous ceux qui étaient là, tous les acteurs qui étaient là, des chefs de parti, des militants politiques, des bords différents. Et je voyais la nation revivre, respirer, partager ensemble le repas, les discours, le respect, etc., etc. Ça veut dire que la nation algérienne est en train de cicatriser toutes ses blessures. Il y a, comme vous aimez ce mot, il y a une espèce de catharsis qui est en train de travailler le corps et l'esprit, surtout, des Algériens et de la nation algérienne. Reste la question de l'État. C'est l'État qui nous pose les problèmes, ce n'est pas la nation. La nation ne nous pose pas de problèmes, mais l'État pose des problèmes. Mais y a-t-il un État, Brahim Younsi? Pourquoi moi j'ai beaucoup de difficultés à dire État et qui préfère dire régime, système, pouvoir? Non, il y a un État. Dès lors qu'il y a des institutions, ces institutions ne datent pas... Ce ne sont pas de vraies institutions? Non, peu importe. Je veux dire, elles ne sont pas... Et là, c'est une autre problématique qui se pose. Oui. Il y a un État, qu'on le veuille ou non, parce qu'il y a des institutions. Ces institutions-là sont pérennes, qu'on le veuille ou non. Nous reprendrons dans un État démocratique... même cette question de la démocratie est aussi, aujourd'hui... très remise en cause. Oui, mais problématique. Oui. Problématique, très problématique. Nous voyons que la démocratie aujourd'hui n'est plus un système qui peut faire fonctionner de cette manière les nations. La nation, c'est une J'entends bien avec Gaza, avec Epstein, oui, avec l'enlèvement d'un chef d'État, le chef d'État vénézuélien, avec tous ces abus sous cocon, sous une forme aseptisée, mais qui en fait, c'est tout ce qu'on veut sauf de la démocratie. J'entends bien. Oui, tout à fait. Tout à fait. La démocratie est aujourd'hui, disons, blessée quasiment mortellement. Donc il faut absolument repenser la démocratie. Il y a des philosophes contemporains qui sont en train de repenser cette démocratie et de repenser aussi l'État national. Tous les États nationaux sont en train de se défaire. Souvenez-vous, et il y a moins de 10 ans, avec le coronavirus, oui. on a retrouvé, enfin, les nations occidentales, et c'est là où le problème se pose. Ce n'est pas dans nos nations que la question de l'État national ou de la démocratie se pose, parce que nous pouvons trouver des chemins. Parce que nous, on n'en dispose pas encore, donc la question ne se pose pas. Absolument. Donc nous pouvons trouver les moyens d'instaurer une démocratie nouvelle, qui nous ressemble. Quel type de démocratie dans ce système de valeurs qui est le nôtre, parce que nous avons un système de valeurs que l'ensemble, j'allais dire, du système tribal algérien partage. Vous avez des tribus qui sont au sud, les autres sont au nord, mais qui partagent exactement le même système tribal, le même système de valeurs, parce que ce système vient de l'esprit, pour ne pas dire autre chose, pour ne pas parler de religion, mais qui vient de l'esprit. Donc il y a le même esprit que partagent l'ensemble des communautés algériennes. Et qui repose en fait sur une souveraineté, serait-elle primitive, du peuple.
Absolument. Et donc de tous, Absolument. de tous les individus qui le composent. Je vais céder la parole, mais il y a, disons, une dizaine d'années, avec le coronavirus, tout le monde célébrait l'État-nation. Oui. Parce que c'est les États nationaux. Mais vous risquez de nous emmener trop loin, c'est Brahim. Oui, ben justement. moi, je vois bien comment vous cheminez, où vous allez. Justement. Oui. Et pour finir et prolonger cette déclaration, ce mot d'Héraclite, c'est dire que le temps aussi se joue des hommes et de l'histoire. Se joue des hommes et de l'histoire. Et le temps est en train, c'est vrai, de se jouer de tous les États, pas des peuples, mais de tous les États, peut-être y compris les peuples qui ont fait de leur civilisation la civilisation supérieure, qui est en train aujourd'hui de se défaire, qui est en train de devenir anthropophage. Et quelque part, elle Comme se mange. cela a été le cas de toutes les civilisations. Absolument, absolument. Abdelrahim Moussouar, sur cette lancée et sur cette question, vraiment, le Hirak, comment a-t-il été possible? D'où est-il venu? C'est un peu comme un rêve, mais qui s'est réalisé. C'est comme quelqu'un qui rêve qu'il a obtenu le but ultime de sa vie, ce dont il rêvait, qui ouvre les yeux, qui le voit là devant lui, avant qu'il ne s'éclipse de nouveau, malheureusement. Mais comment cela a-t-il été possible? Dans un premier temps, j'aimerais bien reprendre un terme que toutes les générations aujourd'hui utilisent à tort et à travers, c'est le terme démocratie. Ce terme qui est en crise aujourd'hui, c'est vrai, les mots ne peuvent pas être en crise, mais c'est la concrétisation sur le terrain qui pose parfois problème. À partir du moment où, dans les pays en Occident, on vante une certaine démocratie, au Moyen-Orient, en disant qu'Israël est le seul pays démocratique, et dans la réalité, nous avons un État colonisateur, un État génocidaire, un État d'apartheid. Je pense que si l'on revient quelques années en arrière, avec cette redéfinition de la révolution faite par le peuple algérien, on se pose réellement la question, est-ce que la démocratie qu'on nous a toujours chantée est celle qui se pratique réellement, qui mettrait tous les citoyens, que ce soit dans un niveau national ou à travers la planète, tous les citoyens au même degré de droit, au même degré de responsabilité, de dignité, mais aussi de dignité de la personne humaine. Donc là, je pense que l'image que le peuple algérien nous a donnée de 2019 jusqu'à aujourd'hui, parce que même aujourd'hui avec la situation régionale, internationale, je pense que le peuple algérien qui prend sur soi, malgré la difficulté, malgré, comme on dit en algérien, l'ouqat saïba, malgré les injustices, les arrestations, c'est un peuple qui refuse l'idée de l'aventure. L'aventure pour ne pas mettre en péril l'avenir même de l'Algérie. Tout à l'heure, tu parlais, Jamaldine, et je rejoins totalement l'idée du miracle, le miracle du peuple algérien. Un peuple qui a longtemps été réprimé dans ses droits les plus élémentaires, les plus fondamentaux. Un peuple qu'un système en place a toujours cru avoir enterré dans sa personnalité, dans son histoire, dans sa culture, dans son humanité, dans sa dignité, qui inscrit l'histoire du pays dans un sursaut populaire. Des millions de femmes et d'hommes qui sortent dans les rues. Et là, il n'y a pas lieu de parler d'un éléphant dans un magasin de porcelaine parce qu'aucun verre n'a été cassé, aucune vitre n'a été cassée. Il faut rappeler aussi que ce qui nous fait plaisir, c'est-à-dire ce que l'on dit fièrement aussi parfois des détails, c'est que lorsque les manifestations, des marches passent devant des lieux, des maisons de retraite, passent devant des hôpitaux, silence plat. On marque un silence total pour éviter de déranger. Ça veut dire que ce sursaut populaire qui est passé par des moments difficiles, rappelons-le, c'est une réalité, à partir de 2019, c'est-à-dire les premières étapes, l'annulation d'une élection présidentielle, la démission d'Abdelaziz Bouteflika, l'annulation d'une autre élection présidentielle prévue pour le 4 juillet 2019,
a fait que le système en place a senti que le peuple n'était pas là seulement contre le mandat d'un des pions du système. Et c'est là que je rejoins aussi la fameuse phrase de Sofiane, le peuple a montré que ce système, d'ailleurs même dans les déclarations de Hamrouche lui-même, Hamrouche qui a côtoyé durant de longues années le système en place, qui a même connu les couloirs du système, il disait, lorsqu'il a reçu une visite de citoyens chez lui à Constantine, même si tu es un raïs, même si tu votes عليا بصح المشكل ماشي المشكل c'est pas une personne. Le problème ce n'est pas une personne présidentielle, c'est tout un système derrière. Et donc ces années, ces décennies de propagande menées par un système qui a toujours voulu montrer une image de décadence, une image de violence, une image de non ou d'inhumanité d'un peuple, finalement c'était son image à lui parce que le peuple a démontré tout le contraire à partir de 2019. Et je me permets de dire, Khoya Jamaldine, qu'il y a des pays qui ont eu des décideurs, des dirigeants, qui ont été décapités, qui ont été guillotinés dans des stades. Et le peuple algérien, quand il est sorti comme une seule femme, comme un seul homme en 2019, il n'a jamais été dans une dimension de revanche, dans une dimension de vengeance. Il a dit, ouvrez les voies de discussion politique. Laissez le peuple s'exprimer sur la chose politique, sur la chose syndicale, sur la chose associative. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il y a plus pacifique que ça? Il n'y a pas plus pacifique. Le peuple a recommencé à occuper les espaces d'expression populaire à travers des conférences publiques, la participation du peuple. C'est là que vient petit à petit la vraie définition de la démocratie, qui ne peut pas se dissocier de la population du peuple. La démocratie populaire, le peuple, dès qu'il a donné un nouveau souffle, parce que le peuple algérien l'a fait en 2019, Gaza l'a démontré à partir de 2023, on est aujourd'hui face à une situation où il y a un système global à travers les différents pays et il y a les peuples. Donc aujourd'hui, plus que jamais, les peuples, face à leur destin, ils sont face à des systèmes qui font tout pour éloigner les peuples des centres de décision, pour faire des peuples des troupeaux malades, mais le peuple algérien a fait la démonstration du contraire en 2019. Très bien. La question demeure. D'où est sorti ce Hirak? Comment il a éclos? Comment il a fleuri? Comment il a pu se comporter, avoir une telle attitude pendant des années, 2 fois par semaine, malgré la répression, malgré la manipulation, la subversion, la désinformation, malgré les baltagias qu'il lâchait armés, avec des couteaux et des barres de fer, contre les hirakistes. Ici à Paris, ils envoyaient des brigades de jeunes ivres morts à qui ils payaient du saroukh pour venir casser du manifestant. Et malgré tout, ce Hirak, de bout en bout, il est resté pacifique, sympathique, fraternel, très politisé, alors que nous avons toujours dit, nous autres Algériens, de nous-mêmes, que nous ne sommes pas politiques, que nous ne sommes pas engagés, que nous ne sommes pas des gens civiques. Nous avons une allocution que nous utilisons toujours dans notre « Hada sha'b hada ». C'est vrai ou est-ce que je suis en train de... Je l'entends, personnellement, je l'entendais, mais je ne le pensais pas. Tant mieux, alors vous êtes l'un des rares qui ne le pensaient pas. Non, parce que... Mais comment ce miracle a été possible? Il doit bien y avoir des raisons. Évidemment. Lesquelles? Il y a 2 raisons qui se joignent, qui sont conjointes. La raison est que le système qui est en place toujours s'effondre. Il s'effondre malgré l'illusion que certains ont qu'il tient encore. C'est vrai qu'il tient, mais ce n'est plus le système. Mais la logique aurait voulu que s'il s'effondre, c'est la panique, c'est la pagaille, c'est l'anarchie qui se déclenche. Généralement, c'est le cas. Dans les peuples trop longtemps asservis, quand le potentat faiblit, c'est l'explosion. Oui, mais là, je crois que la population algérienne, en tout cas le peuple algérien,
a toujours été dans une résistance passive. Il ne pouvait pas agir ou réagir. Et il y a toujours un moment historique où les peuples, on ne le comprend pas. C'est une magie. On ne comprend pas les raisons dans la rationalité. Il n'y avait rien de rationnel. Mais si vous voulez, la rationalité qui pouvait être invoquée, c'est la vie des gens. C'est la dégradation de la situation à la fois politique, économique et sociale. C'est l'échec d'une démarche, c'est l'échec d'une philosophie, c'est l'échec d'un héritage révolutionnaire. Oui, bien sûr, hélas, évidemment. Et cet héritage révolutionnaire, à un moment donné, on a vu surgir des divergences, et pas seulement des divergences personnelles, des ambitions personnelles, mais aussi des divergences idéologiques, oui. Des divergences de la construction d'une société algérienne libérée du colonialisme. Mais le colonialisme nous avait aussi miné la société algérienne. Nous avions d'autres critères. Ce n'étaient plus les critères de la société, je ne vais pas dire arabo, mais de la société musulmane et islamique, etc. Et il y a eu des interconnexions, voire passez-moi l'expression, des mariages, des liaisons consanguines, y compris avec le colonisateur. Oui. Il nous a légué beaucoup par l'école, notamment. L'école avait le rôle de transformateur social. Et il a transformé la culture algérienne. Pas toujours en mal. Non, mais justement. Mais justement, la raison pour laquelle nous continuons à parler la langue française, à nous imprégner des concepts français, d'avoir les mêmes définitions de la raison française. Et cela, il faut le dire. Mais tous les peuples s'enrichissent les uns des autres, finalement. Évidemment. C'est l'histoire, ça. Évidemment. Mais à un moment donné, on avait, schématiquement, un duel entre l'Orient et l'Occident. Oui. Cette question demeure. Quelles sont les valeurs qui doivent ou qui sont ou qui devraient être les nôtres? Est-ce que nous allons prendre les valeurs occidentales? Nous observons aujourd'hui, elles sont en train de plus qu'encore de s'avachir, de produire des effets contraires à ce qu'elles prétendent. On le voit aussi aux États-Unis. Oui. Nous revenons aussi, alors que nous avons besoin, parce que notre État national a failli, n'est pas totalement construit. Et nous avons encore l'ambition, voire le devoir de construire un État national. Nous voyons bien la question des frontières qui revient, pas seulement chez nous. Nous regardons toujours notre voisin ou nos voisins, etc., où il y a des questions de frontières, des décamètres par-ci, des décamètres par-là. Mais l'Occident aujourd'hui, les États-Unis ont des problèmes de frontières. Quand je dis des problèmes de frontières, ils vont jusqu'au Groenland, voilà. Au Venezuela, donc, voilà. Au pôle Nord. Tout à fait. Donc aujourd'hui, les frontières bougent. Oui, mais Sibrahim, moi je vous remercie pour ce que vous nous apportez. Mais si nous pouvions rester dans le Hirak, moi j'aimerais comprendre, et beaucoup de gens avec moi, j'imagine que vous-même d'ailleurs, c'est peut-être en discutant qu'on va débusquer quelque chose. Moi, personnellement, je ne m'explique toujours pas comment ce Hirak a été possible. Ce n'est pas une génération spontanée. Ça ne peut pas tomber comme ça. Ça n'existe pas, les générations spontanées. Comment a-t-on pu, dans une situation aussi infectée, une véritable septicémie sociale, injectée dans le corps profond de la société, l'incivisme, l'acquisition de contre-valeurs absolument incroyables, l'égoïsme,
la corruption généralisée, systémique, une corruption systémique. Comment dans ce bouillon de culture a pu émerger un tel miracle de tout un peuple qui se lève comme un seul homme, qui sort dans la rue, tous frères, toutes sœurs, ensemble, et qui ont réussi à acculer un régime atroce, qui l'ont poussé au cannibalisme, à s'autophagier, si le terme est juste, hein, l'autophagie, à se manger ses propres entrailles. Comment cela a été possible, en termes que nous puissions comprendre? Il y a quand même, il faut dire qu'il y a un travail. Il y a un travail qui a été fait. Il ne faut pas oublier qu'il y a, minoritaire peut-être, j'allais dire structurellement, il y a une opposition qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup sacrifié, que ce soit avant 65 et après 65. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est l'histoire. Oui. Et on ne joue pas avec l'histoire. Donc il y a un travail qui se faisait. Beaucoup de travail clandestin s'est fait. Surtout depuis l'avènement de l'Internet. Oui, non, mais ça a amplifié. Oui. A amplifié. Ce qui se faisait déjà. Oui, parce que là, ça rentre chez les gens. Oui. L'opposition n'avait pas de télévision. Aujourd'hui, il y a une télévision, la vôtre, Oui. et ça rentre dans les foyers, etc. L'Internet, le Facebook, oui, les réseaux sociaux. Aujourd'hui. Oui. Avant, nous faisions des tracts. Oui, ces oui. tracts arrivaient en Algérie. Distribués de la main à la main. Etc., en cachette, etc. Il y a un long travail, un long processus qui a été fait par toutes les tendances de l'opposition algérienne. De l'extrême gauche à peut-être l'extrême droite, j'espère qu'il n'y en a pas chez nous, mais en tout cas jusqu'à une droite religieuse ou une droite conservatrice. Bon, disons économiquement Libéral. de droite, libérale, absolument. Bon. Donc il y a tout ce panel idéologique et politique, et en plus qui se côtoyaient. Il n'y avait pas de barrière entre les oppositions. Les opposants se voyaient, quand ils étaient à Paris, se réunissaient entre eux, discutaient. On a des documents communs avec les gens du PRS, le FFS, nous, les trotskistes, etc. Il y avait un travail qui se faisait en commun et qui était relayé à l'intérieur du pays. J'aime pas ce terme beaucoup, les Algériens installés à l'étranger, en France singulièrement, parce qu'ils sont les plus nombreux, ils portaient dans leur cartable, dans leur valise, des brochures en Algérie. Ça se faisait au téléphone. Il y avait un travail immense qui a été... Travail de fourmi. Absolument. Un gros travail qui se faisait. Et puis, bon, bien sûr, quand il y a eu, je ne veux pas fonder les choses là-dessus, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites auparavant, dans les années 80, avec l'alliance qui avait été faite, malheureusement, absolument, et malheureusement, Boudiaf n'avait pas suivi. Dommage, parce que ça aurait fait un tonnerre si Boudiaf avait suivi. C'est-à-dire qu'il y avait un travail immense. Il n'y avait pas que le FFS ou le PRS, etc. Il y avait le Bjaoui, il y avait Boumaza, il y avait Massas, et tous ces gens-là avaient beaucoup donné, quoi qu'on ait à leur reprocher. Mais quand ils étaient dans l'opposition, ils ont énormément donné, énormément. Il y en a beaucoup d'autres. C'est-à-dire que le travail se faisait. Et puis le fait, peut-être, Ibrahim, c'est mon propre témoignage que je fais, je profite de ce que vous dites, de ce travail, de ces liens entre Algériens qui ne sont pas du même monde, qui ne se sont jamais cassés. Moi, par exemple, personnellement, et après que je sois à Al-Maghalibiya d'abord, et puis un tout petit peu connu dans les réseaux sociaux, j'ai rencontré personnellement des généraux qui regardaient ce militantisme anti-régime, ces discours anti-pouvoir du bon côté de la lorgnette, si je peux dire, parce que j'ai ressenti chez eux comme de la peur pour leur pays, comme si cela représentait une espérance de pouvoir sauver ce pays.
J'ai rencontré, par exemple, lui, je peux dire son nom parce qu'il n'est plus de ce monde, j'ai rencontré Sidi Ahmed Rosali, Rabbi Rahmou. J'ai été absolument stupéfait par la peur qu'il avait pour son pays, par la joie qu'il avait de voir certains parmi les opposants à ce régime s'exprimer, dénoncer. Il me l'a dit personnellement, il me l'a dit très fort d'ailleurs. Et pas que lui. Personnellement, j'en ai rencontré beaucoup. Et vous, c'est Ibrahim, encore plus. Hein, vous avez connu des gens vraiment de tous les bords. Et je crois que vous pouvez me témoigner sur leur aspiration à eux aussi, alors qu'ils appartiennent au régime, pour une Algérie meilleure. Oui, à l'évidence. C'est vrai que beaucoup de notables, appelons-les comme cela, dans Orzali, avec lequel moi aussi j'ai discuté sur certaines questions, aspiraient à des changements. Oui. Aspirer à ce que le système s'ouvre, à ce que le système change. Oui. Bien sûr, il y avait des réticences et on savait où elles étaient, où elles se situaient. Oui. Parce que certains craignaient pour leur vie. Oui. Craignaient pour leur vie. Absolument, absolument. Craignaient pour leur vie. Mais bon, des assurances leur ont été données malgré tout. Oui. Mais ils continuaient à s'accrocher au pouvoir, à maintenir le système en place. En dépit, les leaders de l'opposition, Hosni Ahmed, que j'ai très bien connu d'ailleurs, et recevaient des hommes du pouvoir. Ben Bella recevait des hommes du pouvoir. Ils discutaient. Oui. Il ramenait des messages de plus haut niveau. Ça veut dire que quelque part, il y a un lien indissoluble entre les Algériens, absolument, y compris entre ceux qui sont au pouvoir dans le régime et les gens qui sont dans le Hirak. Absolument. Je crois que c'est très, très réjouissant. Ça. Il y a eu c'est très il faut dire prometteur. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. 1988-89, il y a eu un ratage de l'opposition. Oui. Un ratage vraiment malheureux. Là, l'opposition avait raté quelque chose. Et surtout l'opposition qui était à l'extérieur. Et je veux parce qu'on n'a pas parlé de lui, qui avait fait un travail, bon, il y a eu des erreurs qui avaient été faites, graves quand même, que je ne vais pas exposer ici. On n'a pas parlé de lui parce qu'il avait fait un travail immense dans l'opposition, un crime. Oui. Oui. Il a fait un travail immense. Et comment? Immense. Et comment? Dans l'opposition. Dans la révolution, dans l'opposition. Oui. Mais surtout dans l'opposition, il avait fait un travail immense. Bon, il y a des choses avec lesquelles, bon, on ne va pas. Ça fait partie de la révolution. Oui, de l'histoire. De l'histoire, oui. Bon, on ne va pas en parler. Mais il avait fait un gros travail. Oui. Un gros travail. Abdelrahim, pour rester un peu dans ces choses-là, si je peux dire, ces liens indissolubles entre les Algériens, même ceux qui sont dans le régime, même ceux qui sont hésitants, même ceux qui craignent pour leurs affaires, pour leur sécurité, et en face ou à côté, tous ces gens comme vous, ces jeunes qui se battent, qui sacrifient parfois leur carrière, leur temps de famille, leur vie de famille, qui se battent pour ce pays dont ils continuent de rêver d'un pays démocratique, vraiment démocratique, hein, pas ce mot creux qui ne veut rien dire. Ce Hirak a porté quelque chose, il n'y a aucun doute là-dessus. Il a porté et il a apporté. Oui. Mais aujourd'hui, et avec ce petit recul, même si on n'a pas encore tout compris ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose sous la cendre froide? Est-ce qu'il y a toujours une braise ardente qui pourrait faire repartir le foyer du Hirak, pour faire repartir la lumière, pour inonder les gens d'espoir, pour que les gens, comme pendant le Hirak, arrêtent la harga, ils commencent à rêver d'une vie à l'intérieur de leur pays, pour que les gens qui sont
aujourd'hui désespérés, qui ne veulent plus faire de politique, qui ne veulent plus s'engager, qui préfèrent s'occuper de leur famille et faire comme si le pays n'existait pas, qui sont dans leur baroudage à l'intérieur de leur petite maison, puissent sortir enfin de leur coque et dire « Ah non, 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 ce pays est encore vivant, sous la cendre froide, il y a encore une braise ardente, mais sans nous tous, il ne sera pas possible de faire repartir le feu sacré. » Pour cette question, je pense que le meilleur acteur qui peut répondre à cette question s'appelle le peuple algérien. Parce qu'il cache au fond de son existence, de sa personne, de sa personnalité, pas des secrets, mais tout à l'heure on parlait même d'esprit. Cet esprit, je fais partie de ceux qui y croient. Un esprit populaire qui se transmet de génération en génération. Tout à l'heure, j'allais dire, il y a une nation, un pays, une terre qui s'appelle Algérie. Et j'imagine que la majorité écrasante des Algériens considèrent que leur propre être ne vaut rien devant cette terre, devant cette nation. C'est pour cela que la préservation de l'Algérie passe avant toute considération personnelle, partisane, etc. D'ailleurs, pour exemple, Aït Ahmed, le lendemain de l'indépendance, il a été emprisonné. Au pouvoir, il y avait Ben Bella, mais rien ne les a empêchés de se rencontrer lors de la conférence de Londres. C'est Brahim, on sait quelque chose. Il en sait quelque chose puisqu'il était l'un des intermédiaires. Ouais. Le 16 juin 1965. Oui, même avant. Pendant la guerre de libération, ils ont travaillé ensemble. Non. Entre l'arrestation de Hussein Aït Ahmed, que Dieu ait son âme, et avant le coup d'État, évidemment, Hussein Aït Ahmed et Ben Bella se rencontraient. Ils se sont vus plusieurs fois pour essayer de régler le problème ensemble. Et Hussein Aït Ahmed est allé à la Villa Jolie en fin 63, début 64. Parce que rien n'éteignait cette flamme de deux personnes, de deux Algériens qui ont travaillé ensemble contre, et continuaient à la France coloniale. Et c'est Hervé Bourges qui était l'intermédiaire. Alors, ça c'est le meilleur exemple d'un Algérien ou de plusieurs Algériens qui peuvent aujourd'hui s'asseoir à la même table et pour parler de l'avenir du pays. Ça c'est un exemple concret, mais j'ai envie de dire que ce pays qui a traversé la longue nuit coloniale, qui a connu des révoltes populaires, suite auxquelles des Algériennes et des Algériens ont été déportés de l'autre côté du Pacifique. La Nouvelle-Calédonie, etc. Et par la suite, la veille du 1er novembre, c'est vrai qu'il y a eu des révoltes populaires, il y a eu un travail syndical, politique, associatif, etc. Mais qui pensait, qui s'était posé la question un jour, qu'avec toute cette répression, à l'époque il y avait la répression politique, mais aussi médiatique, dans les journaux coloniaux, des attentats terroristes, etc. Les Algériens s'étaient considérés comme des sous-hommes, des indigènes qui n'avaient aucun statut social. Qui pensait à un moment donné qu'un groupe de leaders politiques ou même de volontaires se rencontrent pour donner du sens à ce qui sera par la suite la future Algérie, qui s'est battue, qui s'est organisée, qui a créé un parti politique, révolutionnaire, etc., qui a battu la plus grande puissance coloniale de l'époque. On a eu l'indépendance en 1962. Et par la suite, il y a eu un enchaînement de mouvements politiques, de mouvements citoyens. Ça veut dire que la question finale, on se pose, est-ce qu'on va y arriver? Peut-être elle est posée moins que celle de on peut s'unir, on peut se parler, on peut se voir, se regarder entre Algériens malgré les divergences, malgré les différences qu'il peut y avoir entre nous. Vous le disiez tout à l'heure, une bonne partie de ces militants politiques, de ces leaders politiques en Algérie, de ces citoyens tout simplement, ne se connaissaient pas avant le Hirak de 2019. Alors il y a cet esprit auquel je crois profondément, qui ramène cette idée de ce qu'on appelle le miracle du peuple algérien, parce que refuter toute idée de violence face à un système qui a été des plus violents de l'histoire de l'Algérie,
de l'histoire indépendante, bien sûr, ne vient pas, ne tombe pas du ciel. C'est que tout simplement, nous avons des citoyens, nous sommes un peuple qui prend sur soi, qui a plus de souciance et qui se soucie plus pour l'avenir de l'Algérie, pour la protection du pays, pour la préservation de l'Algérie, que pour soit sa carrière personnelle ou sa vie privée. Ben justement, Abdelrahim, ce sera notre dernière question, un dernier tour de table à vous deux. Question vraiment qui se pose, une question lancinante, que se posent tous les gens qui essayent de réfléchir, de penser le Hirak. Parce qu'il n'y a pas de doute qu'il va repartir. Il n'y a aucun doute dans l'esprit de tous ceux que je connais personnellement. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, et quand les causes sont pires, elles peuvent prévoir des effets pires. Et qui, justement, à Dieu ne plaise, avec un monsieur Tebboune qui pourrait nous mener à la violence, si l'on y prend garde. Pas, mais voilà. Bon. Alors, moi, la question que je voulais vous poser à tous les deux, c'est que nous savons tous qu'au cœur, au sein de ce système, de ce pouvoir, existent des femmes et des hommes intègres, même s'ils sont partie prenante. Ils ont des postes de très haut niveau, ils ont un vrai effet sur le soutien à ce régime, du fait de leurs prérogatives, de leurs attributions, de leur activité propre, mais qui restent plus attachés à leur pays, à l'avenir de leurs enfants, qui est dans ce pays, qu'à celui d'un pouvoir mafiocrate. Est-ce que vous ne pensez pas que le temps doit venir cette fois-ci, avant que le Hirak ne reprenne, de se rallier ces gens, de se les ménager, de se les mettre de son côté pour donner toutes les chances au Hirak à venir, pour que nous puissions cette fois-ci, quand le Hirak repartira, qu'il puisse repartir du bon pied et arriver à bon port. Brahim Younsi. À l'évidence, moi je crois... En moins de 4 minutes. Oui, les gouvernements successifs depuis quelque temps, depuis que Tebboune est en place, ce sont des gouvernements de techniciens. Ce n'est pas des politiques. La plupart d'entre eux n'appartenaient pas même au FLN. Beaucoup n'appartenaient pas au FLN. Ce n'est pas des politiques. Ce sont des gestionnaires. Il faut parler aux techniciens, évidemment, parce qu'ils sont en situation. Mais ce sont les politiques, ceux qui pensent la tactique et la stratégie, parce qu'ils en ont. Il ne faut pas les prendre pour des demeurés. Oui. Ils connaissent peut-être beaucoup mieux que nous la situation, et ils la connaissent forcément mieux que nous, la situation du pays. Parce qu'ils la provoquent. Ils la provoquent et ils la vivent. Ils la connaissent très bien. Donc, effectivement, il y a aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier, à notre époque, même si on avait de temps en temps des contacts, etc., et quelquefois les contacts étaient aussi brutaux. Oui. Brutaux. Et aujourd'hui, il y a possibilité de dialoguer autour d'un café, autour d'un thé. Les gens aussi se retrouvent dans les familles, des familles communes, des familles communes, et parlent pour sortir ce pays de l'ornière et trouver les moyens et les voies de sortir, comme on dit certains, moi j'aime pas ce mot, par le haut. Par le haut, sortir par le haut. Mais en tout cas, essayer de sortir le pays de la situation dangereuse, étant donné l'état du monde. Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je dirais la démolition, ce n'est pas la déchéance, simplement une déchéance peut-être quelque chose. Oui. Mais là, c'est la démolition de l'État national et des États nationaux. C'est-à-dire les traités de Westphalie sur lesquels l'État national a été fondé sont en train d'être déchirés par les États-Unis en particulier. Oui. Par les États-Unis en particulier. Bon, il y a d'autres puissances qui changent les l'histoire est en train de se faire, tout simplement. Absolument. Et il faut absolument que nous formions de façon claire
notre État national avec des frontières sûres et garanties, parce que beaucoup aussi regardent sur des richesses qui sont les nôtres, qui sont dans notre sous-sol ou dans notre sol, et les frontières pourraient également bouger. Oui. Il faut absolument qu'il y ait une paix nationale en Algérie, que l'État national algérien se renforce, et ça, c'est de la responsabilité du pouvoir en place. C'est à lui de construire la cohésion nationale. Du pouvoir en place, moi je ne vous suivrai pas, puisque c'est un pouvoir mafiocrate, foncièrement, qui ne peut pas générer de mérite, qui ne peut pas générer d'intégrité, qui est fondé lui-même sur la triche, sur le mensonge, sur la propagande, sur la subversion. Vous savez, mais à l'intérieur de ce pouvoir, par contre, et là, c'était ma question, enfin, à l'intérieur de ce pouvoir se trouvent des gens foncièrement honnêtes, même s'ils prennent des logiques du pouvoir. Mais même quelquefois, ça s'est passé dans d'autres pays, je ne vais pas les citer pour ne pas prendre le temps, je ne crois pas que les dirigeants actuels en place, bien sûr, on a tellement de choses à leur reprocher, mais si on leur reproche tout le temps, on les insulte, etc., ils ne viendraient pas s'asseoir. On les accule à rester où ils sont. Absolument. Ils vont même il faut desserrer un peu Je crois que... je ne crois pas qu'ils aiment moins leur pays que nous, ou plus que nous, mais je crois qu'il y a à la fois la crainte, mais aussi l'ambition de demeurer à la tête du pouvoir. Malheureusement, ils ne sortent pas ce pays par le haut. Alors, malheureusement, Abdrahim, il ne reste que 2 minutes. Je suis désolé. Mais je rappelle qu'il y a demain une marche, c'est ça? Une marche ou une manifestation à Place de la République. Ouais. À quelle heure? Normalement, c'est vers 13h, 14h. 13h, demain, oui, Place de la République. À l'occasion du Hirak. Oui. Demain, Place de la République à 13h. Abdrahim, le mot de la fin. Moi, j'ai envie de dire que le pouvoir en Algérie, le pouvoir algérien qui dirige notre pays, n'est pas à sa première occasion où le peuple lui a montré toutes les garanties de changement pacifique. Et le meilleur exemple reste et restera toujours le Hirak. Lorsque le peuple a dit « Taghir Silmi », Taghir al-Mu'assasat. Nous avons un État avec des institutions, mais qui sont jusqu'à aujourd'hui otages d'un système qui pille les richesses du pays, qui tend à se maintenir en place pour satisfaire à la fois son ego, mais aussi les aspirations économiques des puissances. Comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui, la situation actuelle ne peut pas nous laisser de marbre face à ce qu'il se passe dans le monde, avec une mentalité trumpiste qui tend à disloquer, à casser les États-nations, avec des systèmes en Europe notamment, et même aux frontières, ça devient de plus en plus instable. Je pense que le Hirak a montré à ceux qui gouvernent en Algérie que le véritable renforcement du front de l'intérieur, la véritable protection de l'Algérie passe d'abord par des mesures d'apaisement. Et là, ce n'est pas au Hirak de faire aujourd'hui. Même si on est obligé de faire toujours des appels à la sagesse, des appels au sens de responsabilité. Parce que tu disais, Roya Djamaldine, que même au sein du système, il y a des personnes, il y a des responsables qui ont encore ce sens de responsabilité, qui se posent la question suivante. Alors ceux qui se posent cette question regardent la réalité sociale, la réalité d'un peuple qui ne veut que le bien de son pays, qui veut un changement pacifique pour sortir de la crise et que l'Algérie soit prospère, une Algérie du peuple dont les responsabilités émanent du peuple et qui va redéfinir les notions de démocratie, la démocratie participative, la participation du peuple, l'État-nation, etc. Donc le Hirak, c'est la promesse, une réelle promesse d'une Algérie prospère, d'une Algérie du peuple. Merci. Juste un mot. Oui. Pardon. L'économie va mal chez nous. Oui. L'économie va très mal. C'est-à-dire que le pouvoir en place, le pouvoir établi à Alger, est contraint de négocier, de discuter. Parce que l'économie va très mal chez nous. Très bien. On n'avait pas le temps d'en parler parce qu'elle va très mal. On en aura l'occasion les jours qui viennent, Inch'Allah, Ibrahim. Alors, merci à vous, mes chers amis.
Nous allons céder la place à Salim Salehi qui va poursuivre donc cette couverture sur la commémoration du Hirak. Merci chers amis de nous avoir accordé votre aimable attention.